Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random, le 18e du nom. À mes côtés, Raphaël Masmejean, comme d'habitude. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Bon, on a un peu tardé à revenir, hein. On avait dit je crois mi-mars à la base, mais c'est vrai. Il s'est passé pas mal de choses, du sommeil notamment. On prépare peut-être un faut-il être propriétaire et faire réparer sa salle de bain. Je n'en dis pas plus, je ne dis pas qui est concerné ou quoi, mais il y a eu des difficultés. Ouais, c'est terrible. Bon voilà, on en dit plus, mais... Ouais, j'aurais pu le formuler aussi sur Raphaël, faut-il se mettre à la plomberie ? Eh ben écoute, je pense que c'est un sacré avantage et je vais militer pour le retour des travaux manuels à l'école en apprentissage. Je pense que ça aiderait plus d'une personne à avoir les bases. On est d'accord. Bon, ça peut être désarmant. Bon, j'espère que ça va mieux en tout cas. Insultes, violence et occasionnellement un petit chat. Dans cette émission, on va parler réseaux sociaux. Je sais pas si c'est mieux ou pire que la plomberie. J'étais en train de réfléchir, savoir c'est ce que je préfère entre les deux. Bon, du meilleur au pire, du moins pire au pire. On va tenter de classer les réseaux sociaux cette semaine. Raphaël, alors le Big Four, on va appeler ça comme ça: Facebook, Twitter, Instagram et j'oublie LinkedIn. Donc on a pris ce qu'on fréquente. Grosso modo, Raphaël, en un mot avant le premier jingle, est-ce que tu aimes les réseaux sociaux ? Bah, je crois que je vais dire oui. Ok, non mais voilà, je tenais à le savoir parce que moi non, et j'ai beaucoup de haine qui a été gardée, tu vois, donc je me disais j'attendais cette émission parce que je voulais pouvoir enfin déballer tout ce que j'ai à déballer sur les réseaux sociaux. On commence cette émission avec un petit extrait d'une émission d'Arte et on est parti. C'est vendredi soir, tu pars en week-end. Hashtag Ibiza. Tu te fais quand même un peu chier, alors tu check Twitter. Machin qui annonce sa victoire, l'autre qui sort son nouvel album, truc qui s'indigne, machine qui retweet l'autre, machin qui se paye une côtelette en or, hashtag coucher de soleil. Coucher de soleil ? C'est déjà dimanche soir ? Là, t'as craqué. Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état. T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine. La dopamine, donc, je crois que c'est le nom de la séquence, hein, dopamine, vous la retrouvez sur le YouTube d'Arte. Avant de s'attaquer au classement, Raphaël, on va parler un petit peu d'actualité, parce que c'est arrivé un peu après qu'on arrête le thème de notre émission. C'est pas lui qui l'a décidé, mais Thierry Henry a annoncé la fermeture de ses comptes sur tous les réseaux sociaux. Je crois que c'est une première, ou en tout cas à cette échelle-là de notoriété et de cette manière-là. Voilà son dernier message: à partir de demain, samedi, je me mettrai en retrait des réseaux sociaux jusqu'à ce que leurs décideurs soient en mesure de réglementer leur plateforme avec la même énergie et férocité qu'ils le font dès qu'on touche aux droits d'auteur. L'importance considérable du racisme, du harcèlement et de la torture mentale qui en découle est trop toxique pour être ignoré. Le lendemain, si vous alliez sur le compte Twitter notamment de Thierry Henry, le compte n'existe plus. Est-ce que c'est une décision que tu comprends ? Oui, c'est une décision qui me semble totalement compréhensible. Dans le cas d'un Thierry Henry, ça m'étonne encore moins parce que forcément, plus t'es célèbre, on va dire, plus potentiellement tu vas attirer le nombre de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux et donc en proportion le nombre de gens qui vont te prendre la tête. Donc là-dessus, je comprends et je suis pas étonné qu'il ait son lot d'emmerdements avec les réseaux sociaux. Donc ça, et même sur le fond, ce qu'il dit, hein, sur l'incapacité, que ce soit de la part des États ou même de ces entreprises-là à réglementer les réseaux sociaux, à trouver un mode de gestion peut-être plus sain. Ça me semble assez cohérent. Je voyais récemment aussi, il me semble que c'est pendant l'émission 28 minutes sur Arte, ils expliquaient que une étude finlandaise montrait que la première ministre finlandaise reçoit 10% des messages qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux sont des messages d'insultes. Donc c'est un message sur 10, la pauvre, elle est harcelée constamment, insultée, harcelée. Donc forcément, il y a de quoi péter un câble. Donc la décision me paraît pleine de bon sens, même si elle a le revers de la pièce, et on pourrait y revenir. Enfin, il y a le revers de la médaille, voilà, mais bon.
Moi, je suis même étonné, tu vois, pour les 10%, parce que ministres et femmes, à mon avis, alors je sais pas comment ils sont en Finlande, mais à mon avis, le taux d'insultes que doit recevoir Marlène Schiappa, par exemple, indépendamment du fait qu'on l'aime ou pas, hein, mais son compte Twitter, ça doit être très très difficile à vivre. Moi, je pense que Thierry Henry, il a le courage de faire un truc quand même que peu de gens ont le courage de faire, c'est mettre son ego de côté, parce que t'as quand même l'attrait d'avoir des abonnés, de se faire mousser, d'avoir du monde. Donc ce que je trouve quand même plutôt honorable, c'est évidemment plus simple quand t'es millionnaire, parce qu'il en a pas besoin pour vivre dans les faits, il s'en fout. Hein. Mais je trouve que c'est un bel exemple, tu vois, c'est un beau truc en termes d'exemplarité, d'avoir des gens qui ont cette notoriété, de dire ok, il y a trop de racisme, il y a trop de harcèlement, et ben moi je m'en vais. Et si tu commences à avoir tous les comptes avec une astérisque à 2 millions ou 3 millions d'abonnés qui se barrent, peut-être que Twitter et Facebook, etc. vont commencer éventuellement à réfléchir un petit peu à ce qui se passe chez eux. Après, je pense que il y en a aussi beaucoup qui ont l'ego, la dopamine, les likes, les retweets, les messages de compliments aussi, parce qu'il y en a. Mais voilà, je suis assez... comment dire, je suis assez fier que ce soit Thierry Henry, un Français, qui montre l'exemple. C'est la minute patriote. Si je pose la question en troll, est-ce que les réseaux sociaux sont justement plus qu'un déversoir à haine ? Une étude Kantar de 2017, alors qu'il y a déjà 4 ans, Kantar Media avait estimé qu'il y avait 200 456 en gros, insultes sur une journée de 24 heures en prenant les commentaires et des sites et des réseaux sociaux les plus populaires. Ça fait 2 insultes à la seconde, et c'était sans prendre en compte les insultes racistes ou antisémites. Donc 2 insultes à la seconde, sans les insultes racistes et antisémites qui doivent quand même être légion, à mon avis. Tu dois pouvoir tripler le comptoir. Après, sur combien de messages à la seconde aussi, tu vois, c'est vrai. C'est toujours un peu le biais et les défauts de ce genre d'études. C'est ouais, je sais pas, est-ce que c'est qu'un déversoir de haine? Ça l'est. On peut pas nier cet aspect-là. Je veux dire, ça fait partie du truc. Alors certains réseaux sociaux l'ont peut-être poussé plus que d'autres, cet aspect-là. Ou alors quand je dis pousser, je dis pas l'ont laissé faire volontairement, mais en tout cas en sont peut-être plus imprégnés que d'autres. Après, pour autant, à mon sens, c'est pas que ça, parce qu'on le voit, nous on le fréquente un peu, différents réseaux sociaux, on le fréquente pour différentes raisons. On voit aussi que malgré tout, c'est à l'heure actuelle, alors après, c'est à l'heure actuelle un outil qui permet à des gens de faire connaître leurs projets, de se faire connaître ce qu'ils font, et souvent, et dans beaucoup de cas, c'est des projets hyper positifs. Ça permet à comment dire, mine de rien, à des politiciens, à des gens de faire passer leurs idées. C'est un outil d'expression pour toucher un autre public qu'ils ne toucheraient pas forcément via des meetings conventionnels, des réunions publiques. Alors, c'est pas pour autant que je dis forcément que c'est bien d'utiliser cet outil-là et que... voilà, mais je pense qu'il faut, comme souvent, et c'est un peu verre vide, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Il y a aussi quand même des bonnes choses. Donc maintenant, est-ce que le déversement de haine ne prend pas le pas sur le reste? Ça, je te laisse Alors, me dire. Mais... J'enfonce le clou sur les chiffres un peu ternes, mais il y a une étude de l'ONG Plan International auprès de 14 000 femmes qui ont 15 à 25 ans dans 22 pays. 58% ont déjà été victimes de harcèlement et d'abus en ligne. On parle d'insultes, de menaces de violences sexuelles ou physiques. Moi, à la limite, ce qui me gêne, en effet, comme tu le dis, ça peut être un outil positif. Ce qui me gêne, c'est qu'on s'accommode maintenant de cette violence en la prenant comme normale. C'est-à-dire que moi, je suis atterré qu'on me dise, en l'occurrence, tu vois, je suis journaliste ou t'as un site, oh, c'est normal de te faire insulter de temps en temps sur les réseaux sociaux. Je suis vieux jeu, tu vois, mais j'aime bien la politesse. Et j'ai du mal à ce qu'on balance des horreurs à la tronche des gens qu'on connaît pas. Non, mais ça je l'entends, mais tu vois, tu prends l'argument des femmes harcelées sur les réseaux sociaux. De mémoire, t'as quand même, sur une des récentes études, c'est près de 7 femmes sur 10 en France qui disent avoir été harcelées dans la rue. Oui, donc, aussi. Tu vois, pour moi, in fine, le réseau social va devenir une sorte de... peut-être pas de miroir de la société, ou loupe, en fait, peut-être même plus une loupe. Moi, je dirais amplificateur, ouais. Amplificateur, grossissant de ce qui se passe dans la société, mais... Alors du coup, est-ce qu'on a besoin de s'offrir cette loupe? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux la mettre de côté? C'est un peu toute la question, hein. Mais à mon sens, je suis pas bien certain que enfin, en tout cas, si la haine et la violence sont nées bien avant les réseaux sociaux, et
je suis pas bien certain que c'est des outils qui permettent de les rendre plus visibles, mais je suis pas certain que ce soit des outils qui amplifient ce phénomène. En tout cas, j'ai des doutes, je m'interroge. Ouais, non, mais on est d'accord sur le côté amplificateur. Après, le problème, c'est si une femme, elle se fait déjà agresser dans la rue, est-ce qu'elle a envie de se faire en plus harceler quand elle rentre chez elle et qu'elle allume son téléphone ? Certes. Ça en rajoute un peu, quoi. C'est un peu non-stop, oui, du coup. Ça, t'as raison sur ce côté. En fait, le harcèlement, maintenant, te poursuit chez toi, quoi, on va dire. Ce qui, avant, était peut-être ta zone de sécurité et de paix totale, ton domicile. Enfin... à prendre avec des pincettes parce que certains vivent le harcèlement à domicile, donc voilà, je vais pas non plus, on va pas faire tout un laïus dessus, mais c'est vrai, et je pense notamment à tout ce qu'est la question du harcèlement cyberscolaire, enfin le cyberharcèlement dans le milieu scolaire. C'est vrai qu'avant, à la limite, t'étais harcelé, dans la cour de l'école, tu rentrais chez toi, c'était tranquille, dans ton quartier, c'était tranquille. Là, potentiellement, ça se continue via les réseaux sociaux et tu l'es H24 du coup, donc par contre, effectivement, sur le côté mais encore amplificateur au final, que ce soit dans le nombre ou dans l'étendue, on peut revenir d'ailleurs un petit peu là-dessus. On avait pensé au début, dans nos idées d'émission, il y en avait une, avant de partir sur très général, faut-il être sur les réseaux sociaux, on avait pensé à faut-il laisser les réseaux sociaux valider les faits, de mémoire. Oui, c'était toute la période Trump. Exactement. Mais ça pose une vraie question quand même sur la modération, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, sur le fonctionnement. Il y a quand même un truc, moi, qui me choque particulièrement. J'ai écouté quelques émissions de France Culture, etc., ou d'Inter, ou d'autres médias. J'ai recherché un peu sur les réseaux sociaux ce qui se faisait ces derniers mois. Il y a un truc qui est quand même fondamental et qui est caché plus ou moins, ou en tout cas de manière assez habile, occultée par les réseaux sociaux, c'est que c'est des entreprises privées qui se font passer pour un service public, grosso modo. Parce que quand il y a eu la polémique de la fermeture du compte de Trump, de Donald Trump au début du mois de janvier, ça criait notamment chez ses partisans ou chez lui, oui c'est de la censure, oui c'est de la liberté d'expression, etc. Mais Twitter et Facebook par exemple, c'est des entreprises privées qui font ce qu'ils veulent en fait sur leur plateforme. Ils font absolument ce qu'ils veulent sur leur plateforme. Et leur grande force pour moi, c'est de s'être fait passer pour un service public. Et tout le monde pense que c'est leur droit de dire ce qu'ils veulent sur Facebook, sur Twitter, etc. Et ils ont cette force incroyable, moi je trouve, de s'être fait passer pour une sorte de service public nécessaire et essentiel, alors qu'en vrai, c'est des entreprises privées qui sont là pour faire du pognon, avant tout d'ailleurs. S'ils vous font revenir, tweeter, retweeter, repartager, etc., c'est pour que vous restiez captifs, que vous affichiez des pubs et que vous donniez de l'argent. Même indirectement. Donc, mais en vrai, moi je trouve que c'est une force formidable. Et il y a un truc que j'ai découvert du coup en creusant et en écoutant ces émissions, mais que j'avais toujours plus ou moins compris en filigrane, c'est que ces sites-là ne sont légalement pas responsables du contenu qu'ils hébergent. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions, notamment dans la loi américaine, qui leur donnent le statut vraiment de simple hébergeur, et encore hébergeur très light, où en gros c'est pour ça qu'ils ne peuvent jamais être condamnés si tu appelles à la haine raciale, si tu insultes, si tu es antisémite, etc. etc. Et moi ça m'a toujours profondément choqué puisque je gère un site internet et que je suis responsable de ce qu'il y a sur mon site internet, et que si quelqu'un ou si j'écris une horreur antisémite, je suis pénalement responsable. Et c'est un truc de dingue, c'est ces statuts juridiques que les réseaux sociaux ont réussi à obtenir. Je suis sidéré par ça. C'est-à-dire que ça ne leur donne aucune obligation de modération, qu'on a tous en fait, les créateurs de sites lambda, et voilà. Et c'est le service public, c'est voilà. Je sais pas, est-ce que tu penses que du coup ils doivent avoir une ligne éditoriale? Comment tu gères ça? Est-ce qu'ils doivent être hébergeurs ou éditeurs? Parce que ça commence à être une question qui se pose vraiment depuis justement la fermeture du compte de Donald Trump. Maintenant on ajoute aussi souvent des messages compte officiel gouvernemental, etc., etc. Dans un monde absolument idéal, peace and love, je te dirais que c'est juste de simples hébergeurs et qu'ils ne font qu'être une vitrine finalement de ce que le tout à chacun a envie de dire, de publier, de montrer de sa vie, et voilà. Maintenant, comme on peut pas compter sur l'être humain pour être totalement responsable, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, il faut les soumettre comme n'importe quel site, en fait. Il faut les soumettre à la modération, enfin, les obliger à être responsables des propos tenus. Alors après, ça veut dire que ça va écrouler leur système, soyons clairs et nets, ça va totalement les faire effondrer, parce que je vais pas dire que tout l'intérêt
des réseaux sociaux résident en partie là-dedans, mais clairement, si demain, pour chaque chose que tu publies sur Twitter, il faut que Twitter le valide et te demande pourquoi tu dis ça et l'accepte, bah, l'interactivité va se retrouver assez frappée. Après, tu peux juste modérer, enfin embaucher des armées de modérateurs et modérer a posteriori, mais plus rapidement. Oui, et puis tu as sans doute même des logiciels qui te permettent, par détection Aussi. de mots-clés, de savoir que le contenu est, Clairement. est clean, on va dire ça comme ça. Mais le problème... Non, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Après, par contre, ça... Mais t'as raison, en fait, faut sortir du prisme qu'en fait, ces réseaux sociaux-là sont des vitrines d'expression publique, en fait. Faut sortir de ce réseau-là, et du coup... va falloir accepter que en fait bah non, potentiellement sur Facebook tu ne peux pas dire tout ce que tu veux parce qu'en fait c'est pas le but de. Et c'est je sais plus quel homme politique français qui en parlait récemment et qui disait que parce que forcément la politique est un des premiers sujets qui revient en débat sur ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut dire, et qui expliquait que les politiques en fait s'étaient laissés piéger par ces réseaux sociaux-là comme en pensant que ça allait être des super haut-parleurs de leurs idées, de leurs projets, et qu'en fait, bah, ils se retrouvent complètement soumis un peu pas au diktat de ces réseaux sociaux, mais qu'ils ont confondu potentielle vitrine et lieu d'expression publique, et que du coup... et ben eux aussi doivent accepter que potentiellement ils peuvent pas il y a des algorithmes qui vont pas mettre en avant leurs propos, il y a des trucs, et que bah ça vaut pas un vieux meeting à l'ancienne en pleine rue face aux gens, quoi. Enfin... Bah, c'est ça en plus, c'est que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, vu qu'on n'a pas encore touché ça, mais il y a des algorithmes qui mettent en avant les contenus qui buzzent le plus, qui sont le plus clivants, qui sont les plus violents, qui font le plus réagir. Au final, tu te mets à tomber dans des schémas qui font que si tu veux être vu, il faut faire certaines choses. Et en fait, c'est le même mécanisme qui fait que les youtubeurs vont te dire qu'ils sont tous follement originaux, mais qu'en fait, ils ont tous les mêmes titres, les mêmes miniatures et les mêmes formats de vidéos, etc. C'est parce qu'au bout d'un moment, ils s'adaptent à l'algorithme pour faire le plus. Et que ce soit sur Twitter ou Facebook ou autre, bah, y a des codes en fait que tu te mets à respecter et en l'occurrence sur Twitter, on y reviendra quand on détaillera, mais et même les autres, c'est le buzz, c'est les machins, donc ouais, tu te retrouves prisonnier de ça. Et pour revenir au sujet, moi je pense que comme toi, faut les réguler, faut les responsabiliser. Après, alors pour te dire, sans les diaboliser justement, moi ce que j'entendais, c'est qu'à la limite, il pourrait être ouvert justement, je suis désolé, je me rappelle plus du nom de l'émission sur France Culture que j'avais entendu, mais qui pourrait éventuellement en fait être ouvert à une régulation, parce que eux, leur poule aux odeurs, c'est la pub. Et donc en fait, ils seraient pas si dérangés que ça qu'on touche au contenu tant qu'on leur laisse la pub tranquille. Et donc l'idée, c'était de dire, donc eux, ils seraient prêts à accepter des régulations, c'est-à-dire, comme tu disais, tel et tel mot, vous bordez un peu plus sur tel et tel thème, etc. Vous dégagez un peu plus automatiquement certaines choses, et à côté de ça, on vous laisse tranquille sur la pub. Et donc ils seraient prêts à accepter ça, et en plus, ça aura un deuxième avantage, c'est que ça les dédouane une deuxième fois. C'est-à-dire qu'eux, ils diraient, bah nous, on applique toutes les règles de régulation que vous nous donnez, l'Union Européenne, l'État fédéral américain, ce que vous voulez. On applique toutes vos règles, mais vous nous laissez tranquille sur la pub. Et après, si les utilisateurs ils sont pas contents, bah nous, on a juste appliqué les règles. Et tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est la redédouane sur le contenu. Par contre, si tu les... Ouais, mais je pense qu'un des autres aspects, si tu les responsabilises, à mon avis, on s'approche de la fin de l'anonymat Enfin, de la fin de l'anonymat, c'est un grand mot, mais je pense qu'on va te demander de certifier ton identité sur les comptes avant de les créer. Et ça... alors, tu sais quoi ? Grand débat. On n'a qu'à commencer. On va rentrer dans le vif du Big Four, alors avec Facebook, parce que je vais te dire, c'était ma première question là-dessus. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que Facebook, moi, ce qui me frappe, c'est que la plupart du temps, les gens mettent leur vrai nom. C'est vrai. Et je trouve que c'est le plus violent. Enfin, pas le plus violent, parce que Twitter en violence pure peut être beaucoup plus percutant, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai l'impression de lire des trucs horribles sur Facebook tous les jours, si j'y vais, ce qui est rare, mais même sur les sections commentaires et celles de notre site qui échappent pas, tu peux lire des trucs quand même parfois assez violents et en nom propre, quoi. Je suis pas sûr que la fin de l'anonymat, en fait, non ? Je sais pas. Non, mais à la limite, la fin de l'anonymat laissera que les plus extrémistes contre qui tu pourras te retourner. J'ai envie de dire. Ouais, voilà, je sais pas. Mais Au moins, tu vas les repérer comme ça. Ouais, je sais pas. Alors, pour être absolument franc, Facebook, j'y vais quasiment plus, si ce n'est pour checker les dates d'anniversaire potentielles de connaissances et
et ce genre de trucs. Après, oui, tu as ce système de groupe, Mais alors voilà, moi j'avoue que je suis un peu en retard sur les groupes parce que maintenant c'est un peu comme ça. C'est un système, c'est un réseau social qui a beaucoup muté quand même depuis 2007-2008 qu'il est en France. Ça a énormément évolué. Il y a eu des groupes, il y a eu des groupes au début, il y a eu des pages. Maintenant on revient vers des groupes. La timeline à une époque présentait beaucoup de news. Maintenant ils ont quand même beaucoup purgé ça pour mettre beaucoup plus le perso. Moi je vais te dire, pour moi Facebook en fait regroupe à peu près tout ce qu'il y a de pire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la timeline, j'y suis retourné, c'est pareil, j'y vais pas beaucoup, j'y vais juste pour gérer la page du site, mais j'ai plus l'appli sur mon téléphone, j'ai juste Messenger. Mais j'ai remonté une timeline pour voir, c'est un bordel, mais innommable. C'est-à-dire qu'il y a tout et rien. T'es soumis à tout et n'importe quoi, surtout au pire. En plus, on peut le dire, c'est vrai qu'on aurait dû commencer par ça. Est-ce qu'un réseau social est pas cramé à partir du moment où il y a tes parents et tes grands-parents dessus? Parce que franchement, bon, déjà... Ouais, c'est une bonne question. Après, il en faut bien. Le but de Facebook, c'était d'avoir tout le monde. Hein, donc, c'est vrai. Il y a un moment... Non, mais tu sais, quand tu commences à être gêné parce que tu vois un membre de ta famille qui a partagé un truc complotiste ou qui a pas regardé les sources. Alors, oui, moi ça va, j'ai pas de membre de ma... Je réfléchis, mais en dehors de ma fratrie, on va dire, personne d'autre n'est sur Facebook, donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. Mais non, je te rejoins. Mais je trouve de toute façon c'est un réseau social qui donne le sentiment d'être un peu dépassé et du coup de regrouper plus que donne le sentiment, parce que c'est pareil, je pense qu'il faut prendre dans la nuance et qu'il y a encore des trucs assez drôles dessus, mais peut-être qu'il regroupe un peu plus. Des gens très arc-boutés sur leur conception quoi, des choses. Et mais moi c'est de toute façon c'est le truc numéro 1 qui m'épuise avec les réseaux sociaux et qui fait que je les utilise quasiment plus à titre perso, c'est l'avis des gens quoi. C'est que je suis épuisé de l'avis des gens, c'est-à-dire que les gens qui ont un avis sur tout et surtout sur les trucs sur lesquels ils sont pas compétents généralement. Mais d'ailleurs c'est une autre réussite des réseaux sociaux en global, c'est d'avoir fait intégrer aux gens que leur avis était important. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est que le principe même des réseaux sociaux, c'est de dire aux gens votre avis vaut celui de tout le monde, même j'en sais rien, du président, d'un médecin, d'un truc, je prends l'actu, alors que c'est pas vrai. Enfin, je suis désolé, hein. Moi je veux choquer personne et tout. Mais des fois, il faut savoir dire je sais pas, ou je suis pas compétent, ou moi, les avis des gens, et surtout sur des trucs sur lesquels ils sont pas compétents, ça me rend ouf, j'en peux plus. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est Umberto Eco, l'écrivain italien, qui disait que le problème des réseaux sociaux, c'est que maintenant tout le monde pouvait donner son avis sans conséquence. Et il disait, alors qu'avant, le premier qui l'ouvrait un peu trop au troquet du coin, il se prenait une bonne claque et puis il arrêtait de parler pour rien dire, quoi. Bah ouais, non mais c'est ça. Et cette comparaison m'a toujours un peu fait rire. Non, mais oui, ça en part. Mais tu vois, le pire de Facebook, en fait, c'est qu'il y a non seulement ça, que tu vas avoir sur Twitter, évidemment, mais en plus, t'as les gens qui racontent leur vie. Donc, ceux qui... Tu vois, genre, tu passes d'un avis fatigant sur un complot à regarder les photos de mes gosses hier, tu vois, donc bon, on s'en fout aussi, hein, je suis désolé. Après, à part si vous êtes dans la famille proche, tout ça. Tu rajoutes à ça les vidéos putassières, tu vois, les brutes, les machins, tu sais, qui démarrent sans son, et puis qui essayent de t'attirer. Et puis les pubs ultra ciblées partout, quoi. Parce que c'est pareil, Facebook, là-dessus, il rigole pas. Donc vraiment c'est ouais, et puis il y a un truc qu'on dit jamais assez, c'est mon obsession peut-être professionnelle, hein, mais c'est moche. D'un point de vue web, il est moche ce putain de site, il est moche, il est lent, c'est vraiment moi je suis désolé, allez voir autre chose. Moi ça me désole que les gens maintenant leur vie d'internet elle se résume à Facebook, je clique sur des liens, Twitter je clique sur des liens. Allez voir des vrais sites, il y a des trucs bien faits, hein. Facebook c'est moche quoi. Franchement. Hein. Ouais. Ce qui à une époque a pu passer pour une ergonomie hyper révolutionnaire, le côté mur où des trucs apparaissent, est maintenant devenu. Ouais. Ah ouais, moi je le trouve compliqué, laid. Enfin, c'est pas. Oui. Non, mais... Sur mobile, c'est peut-être un peu mieux. Je suis beaucoup sur ordinateur, hein, mais franchement. Est-ce que tu penses que les gens réfléchissent à ce qu'ils partagent sur Facebook ? Je me suis fait la réflexion l'autre fois, parce que genre, j'ai vu quelqu'un qui publiait, bon, je vais balancer, mais j'ai vu quelqu'un qui partageait une vidéo de Bigard. Ok ? À quel moment tu regardes et tu te dis, il faut vraiment que tous mes proches sachent que je pense que Bigard est intéressant et que je cautionne ce qu'il dit. Tu vois, genre, et je vais la partager.
Tu vois, et tu penses mais c'est ça qui est fort aussi dans les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont automatisé, en fait, tu cliques par réflexe, tu vois, sur partage, quoi. Ouais, mais non, mais sur le fond, je te rejoins. Après, moi, là où ça m'interroge, c'est et ça serait presque un numéro 2 de cet épisode qu'il faudrait faire plus tard, tu vois. Mais c'est est-ce que ces réseaux sociaux sont pas venus prendre une part de terrain, je sais pas trop comment le décrire, mais sont pas venus se mettre dans un gouffre de déficit en fait des gens pour s'exprimer sur la place publique et tu vois et du coup tu t'es retrouvé avec des gens qui un besoin des gens de quand même donner leur avis sur des choses qui leur semblent importantes et un défaut de démocratie en fait voilà c'est Est-ce que, à force on n'a pas eu un défaut de démocratie qui s'est transformé et qui a été utilisé comme brèche pour les réseaux sociaux pour dire ah mais attendez, nous on vous offre cet espace-là pour dire tout ce que vous voulez, venez sur notre réseau et en plus vous allez voir, vous allez rencontrer des gens qui ont le même avis que vous allez pouvoir le partager, confronter. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux en fait se sont peut-être engouffrés dans cette brèche de défaut de démocratie en faisant croire qu'ils allaient être le renouveau de la démocratie web et qu'en fait on s'est retrouvé piégé face à un truc qui est pas à la place publique et qui est pas un outil de démocratie en particulier qui fait croire qu'il l'est alors qu'il l'est pas tellement et voilà je pense c'est un peu T'as tout à fait raison, et d'ailleurs je reformule, quand je parle de Bigard, c'est absolument pas pour me moquer, je peux comprendre en effet qu'il y ait des gens qui réagissent aux vidéos de Bigard, ou même le mouvement des Gilets jaunes ou quoi que ce soit. Je critique pas du tout sur le fond, je comprends qu'il y a un mécontentement. Comme tu dis, c'est plus, en fait moi ce qui m'embête plus c'est mon biais journalistique, c'est que évidemment je regarde la vidéo et je vois 3 choses que tu peux débunker en cherchant 3 secondes, tu vois, tu tapes dans Google et tu vois que certaines choses qu'ils disent sont fausses, et c'est ça qui m'embête, de dire j'ai pas vérifié avant de partager, mais ça c'est très personnel. Après en effet je critique pas du tout le fond, c'est-à-dire que je peux comprendre que des gens soient énervés par le gouvernement, par des choses, et aient envie de les partager et de les partager vite, et comme tu dis il y a un vide, ils sont engouffrés là-dedans. Et après le risque en effet, on en revient à ça, c'est que ils donnent cette illusion, comme tu dis, on peut vous aider à ce que ce soit la démocratie et à vous exprimer, alors qu'en vrai on est une entreprise privée qui fait son beurre en vous proposant des contenus qui confirment en général ce que vous avez déjà vu et vos biais de confirmation, et qui vous enferment dans une boucle parce qu'on veut que vous restiez là et que vous affichiez toujours plus de pubs, quoi. Donc c'est ça qui est triste en fait, c'est que l'idée est noble, mais le fonctionnement est pas hyper vertueux, et du coup en plus il fait monter des thèses complotistes ou des trucs comme ça, parce qu'en fait il te montre tout le temps la même chose et tout le temps ce que tu veux voir, quoi. Donc c'est ça qui est assez dommage, et c'est pour ça. Après voilà, moi je prenais cet exemple là de vidéo parce qu'encore une fois c'est plus le côté on peut même en parler là, mais le problème c'est que s'ils s'engouffrent aussi dans la brèche, comme tu disais, c'est qu'il y a aussi un manque d'éducation aux médias et un manque d'éducation il y a un terreau fertile pour voilà, c'est ça. Oui, non, mais ça on n'est pas éduqué moi je dis ça parce que je suis journaliste, mais sinon on n'est pas éduqué à confirmer une info ou à voir si les sources sont bonnes, ou à voir si il y a des mensonges ou des intox ou des choses comme ça. Donc voilà, les gens sont victimes de ça, hein, je les blâme pas, c'était vraiment on passe à Twitter, c'est ton univers. Là je vais te laisser la parole. Moi honnêtement, encore une fois, je suis de moins en moins client, parce que j'ai l'impression que si tu dis bonjour il fait beau aujourd'hui, t'auras des réponses qui disent c'est honteux, tu penses pas à la pluie, elle va être triste, voilà. Donc j'ai l'impression que si tu peux dire n'importe quoi sur Twitter, tu seras toujours un connard, ou en tout cas tu retrouveras toujours des gens pour s'indigner contre. Non mais c'est vrai, hein. Moi, je prends un exemple à la con, hein, mais j'ai vu un tweet la semaine dernière, je sais plus, c'était l'équipe d'Allemagne ou je sais pas quoi qui soutenait, il y avait marqué pour les droits for human rights, tu vois, un truc comme ça. Et donc derrière les réponses en dessous c'était ouais mais ils pensent pas aux Ouïghours, ouais mais ils pensent pas. C'était le message du soir, tu vois, on peut pas tout faire en même temps. Si tu fais une blague et que les gens comprennent pas, tu te fais insulter. Si tu fais pas de blague, on te dit que tu peux plus rien dire. C'est l'enfer de la contradiction par posture pour moi, donc par principe, donc moi j'ai arrêté. Mais je sais que t'aimes bien, alors trouve-moi des arguments positifs. C'est bien sympa de dire ça comme ça. Non, mais écoute, comment dire, moi j'aime bien effectivement passer du
temps sur Twitter parce que j'arrive encore à trouver des choses drôles, des gens que j'aime bien suivre dessus. Ça permet quand même aux gens, alors c'est un défaut aussi, hein, mais de réagir un peu à chaud sur l'actualité. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, il y a zéro doute dessus, mais je trouve que ça permet quand même de pouvoir discuter avec des gens sur certains sujets. Il y a quelques temps forts, j'ai envie de dire, de la vie en société qui trouvent leur temps de grâce sur Twitter. Je repense à il y a 1 ou 2 ans quand on pensait avoir trouvé Xavier Dupont de Ligonnès, là, le mec qui était arrêté en Écosse dans un avion, tout ça, où là Twitter avait complètement explosé ce soir-là avec avec toute une sorte de communauté qui discutait, qui essayait de trouver des infos, qui s'envoyait des blagues sur ce sujet-là, même si il n'est pas forcément drôle en soi, mais bon, c'est drôle parce que c'est horrible, justement. Ouais, bon, voilà, après chacun verra ce qu'il veut dedans, mais moi je sais pas, il y a des moments comme ça je trouve assez drôles sur Twitter que tu retrouves pas forcément sur les autres réseaux sociaux. Donc bon, moi c'est ça qui me plaît. Après je peux comprendre qu'on soit aussi totalement hermétique au truc il y a vraiment aucune homogénéité dans Twitter, quoi. Je veux dire, tu passes du coq à l'âne en 35 secondes, donc bon. Après, alors j'ai commencé un peu fort, je te rejoins sur le fait que en vrai, si je suis pas de mauvaise foi, évidemment, déjà je trouve aussi en effet beaucoup plus de trucs drôles. C'est peut-être parce que c'est une sorte d'art de la punchline en un sens, parce que t'es réduit par le format. Ouais. Autant j'apprécie pas le format parce qu'il te permet pas d'argumenter. Pour moi, c'est toujours un faux truc de dire oui, mais t'as pas argumenté, oui, mais là on n'est pas là pour argumenter, on est là pour faire des punchlines, pour se marrer. À la limite, moi j'aime bien l'outil pour se marrer en effet. Comme tu dis, pour faire des blagues, pour faire des trucs, pour réagir sur des matchs ou des machins. Bon bah on peut rigoler. Pour argumenter, j'ai plus de mal. J'ai tendance à dire aux gens allez écrire un article en entier sur un site ou sur un truc. Les threads, les sujets, la rallonge avec 25 tweets de suite, machin, ça va une fois de temps en temps, mais c'est quand même pas évident, quoi, pour moi. Mais après, je suis d'accord avec toi, pour certains événements, c'est quand même pas mal. Depuis 1 an, on va pas quand même cacher le fait que c'est quand même un des rares moyens qu'on a de communiquer aussi avec des gens et d'avoir de l'interaction et de se marrer un peu. Donc voilà, après, bon, l'indignation quotidienne différente. Je sais plus, c'était il y a 1 ou 2 ans, tu sais, il y avait un mec qui avait fait un fichier Excel. Et il avait répertorié chaque jour de l'année le thème qui buzzait le plus sur Twitter. Ah oui. Il avait fait toute la liste des indignations de l'année. C'était délirant de voir comment on passait d'un truc à l'autre. Et des trucs, tu sais, tu t'en rappelles même plus, quoi. C'était il y a 6 mois et tu fais ah ouais, à l'époque tout le monde se déchirait là-dessus. En fait, on s'en fout, quoi. Genre 6 mois après, on s'en fout. Mais donc voilà. Après, encore une fois, j'ai commencé par le négatif. Oui, tu vois, quand tu suis on enregistre un jour de PSG Bayern, par exemple, je me suis mis sur Twitter pour voir les hashtags, tu vois, les tendances. C'est assez représentatif d'ailleurs de ce qu'on dit. Il y a Gérard Darmon parce qu'il a fait un blackface, si j'ai bien compris. Primoz Roglic, Bayern PSG, We Love Kinoko, je sais pas ce que c'est, et le FC Nantes est à vendre. Voilà, et hashtag Turquie, hashtag Stop Amazon. Bon voilà, ça vous donne une idée, mais on est à peu près dans les thèmes habituels de Twitter. Ouais, moi, après encore une fois, c'est celui où je peux me marrer le plus aussi dans l'ensemble. Je pense que je suis trop sensible et je me fatigue trop vite de ça. Après, je peux comprendre qu'on s'y marre bien. Encore une fois, c'est mon côté vieux jeu. Tu sais, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter qu'on me tutoie sans me connaître. Donc, inutile de te dire que les gens qui m'alpaguent par mon prénom en m'insultant alors qu'on s'est jamais parlé, tu vois, c'est pas dans mon logiciel. Ouais, non mais c'est sûr. C'est pas mon truc de base. Il y a peut-être il y a une violence et une haine un peu plus frontale sur Twitter parce qu'elle était directement adressée. Peut-être, oui. Après. Mais ça, je peux comprendre, tu vois, ses propres fonctionnements. C'est-à-dire que moi, j'ai un fonctionnement assez sensible et voilà. Et donc, quand on m'alpague directement, en effet, je le prends beaucoup pour moi et je suis assez vite secoué. Donc, j'essaie de après. Et puis encore une fois, tu vois, on parlait de Ligonnès et tout. J'ai un humour assez spécial. Donc il y a des fois, je me retiens, je me dis ah ouais, je ferais bien cette blague-là et tout. Puis je fais laisse tomber, je vais me faire démonter. Donc il y a des trucs, je préfère les faire avec mes amis en chair et en os, quoi. Donc, oui, non mais ça se comprend. ça me paraît plus sain et plus logique. Bon, Twitter, donc on a fait à peu près le tour. Tu vois quelque chose à rajouter ou Non, ça me semble. Je pense qu'on a fait le tour, effectivement.
Alors, on a parlé de ton préféré, je pense en tout cas. On va parler de, je crois, un de ceux que t'aimes le moins, c'est Instagram. Ouais. Je crois que est-ce que c'est le pire pour toi ou... Bah, je suis pas loin de penser que c'est le pire pour ses effets insidieux, en fait, j'ai envie de dire. Alors, c'est comme les autres. Il a des bons côtés. Celui qui va l'utiliser pour se contenter de mettre des photos sympas, juste partager des bribes de moments cool, des paysages, voilà, ça te marque. Bon, et effectivement, tu as des photographes qui, du coup, s'en sont servis pour se faire connaître, des gens, enfin bref, tout un tas de personnes pour se faire connaître de la bonne manière, à mon sens, tout ça. Donc, super. Et c'est vrai que c'est sans doute un des moins violents parce que c'est pas un système très interactif en termes de commentaires, tout ça. Donc, t'as pas ce côté où même si visiblement, suivant les profils des gens qui utilisent Instagram, ils peuvent se retrouver aussi avec des trolls qui viennent bien les emmerder en DM, tout ça. Donc bon, je pense que c'est aussi à modérer comme propos. Mais là où ce que je disais au début sur le côté insidieux, c'est que je pense que Instagram va avoir tendance, et par les algorithmes et ce qu'il te propose, par le fait qu'il a été complètement, et encore plus que Twitter et Facebook, complètement vampirisé par toute une flopée d'influenceurs, Instagrammeurs, meuses qui te vendent de la merde en permanence et qui ne font que du placement de produits, ce que tu as quand même beaucoup moins sur Twitter par exemple. Donc déjà il y a ce côté marketing ultra agressif, pas forcément visible, qui commence à le devenir un peu parce que Instagram a été repris, maintenant ça doit être indiqué sur une publication quand il y a de la pub, tout ça, mais pendant très longtemps c'était vraiment de la pub totale sans le mentionner, sans le dire. Donc il y a ce côté marketing, et puis le côté à mon sens le plus insidieux, c'est je pense que psychologiquement on mesure pas encore très bien les effets négatifs que peut avoir un réseau social sur lequel tu passes plusieurs minutes, plusieurs heures même pour certains, qui va te montrer que des choses auxquelles en fait tu n'auras pas accès, parce que c'est beaucoup des gens qui utilisent Instagram, et notamment les profils les plus mis en avant. C'est ça le problème, les profils les plus mis en avant vont être ceux qui vont te montrer, qui vont simuler une vie en fait. Ça va être les hôtels de luxe, les trucs de machin, enfin tout le luxe, tout le machin auquel tu n'as pas forcément accès, et d'ailleurs auquel eux-mêmes n'ont pas forcément accès, mais c'est plus de la gruge, tout ça. Et je pense que sur le psychologique, je pense que, et notamment chez beaucoup de jeunes ados, etc., je pense qu'il peut y avoir un effet assez négatif sur cette dépréciation de sa propre vie, parce que tu ne vois que des vies fantasmées qui en fait représentent rien de réel en fait. Donc bon voilà, c'est... Je suis très très globalement d'accord avec toi. Je trouve ça en effet toxique et violent, mais d'une autre manière complètement insidieuse, qui est vraiment une sorte de love bombing, tu sais, tout est génial, tout est magnifique, etc. Après, là, moi, où j'apporterais une petite, nuance à ce que tu dis. Alors, c'est pas vraiment une nuance, mais c'est un peu différent. Moi, je le vis un peu globalement. Alors, je pense que c'est parce que j'utilise peut-être un peu plus que toi. C'est que, en fait, on est dans l'exposition, la frustration de l'autre permanente. Moi, c'est la frustration qui me marque sur Insta. En fait, c'est une sorte de frustration permanente qui est assez dure. Après, comme tu disais... évidemment, moi c'est pareil, j'ai quelques comptes de photographes, des trucs comme ça. Là, bon voilà, t'es dans l'art pur, c'est très sympa. Moi, là où j'aurais une différence avec ce que tu dis, c'est que les Instagrammeuses, les trucs comme ça, j'ai pas l'impression que tu sois exposé. Tu vois, sur Twitter par exemple, tu t'es exposé aux retweets de tes collègues qui t'envoient en fait dans ta timeline des gens que tu connais pas. Sur Insta, tu suis des gens, tu as des suggestions de temps en temps, mais j'ai pas l'impression d'être beaucoup exposé à des gens que je connais pas en fait. Mais là où je trouve ça très insidieux, mais ça revient au même de ce que tu disais, c'est que les publicités sont très 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 nombreuses et très très bien ciblées. C'est-à-dire que moi j'ai regardé en préparant l'émission par curiosité, parce que justement je le faisais pas. Quand je remonte mon fil Instagram, j'ai 5 publications, une pub, ensuite 3 publications, une pub, ensuite 2 publications. Tu vois, la fréquence elle augmente, et surtout c'est extrêmement bien ciblé, et comme c'est en plus en général très joliment mis en image, etc. Je te prends un exemple à la con, on a fait une émission sur le running une fois.
Bon bah voilà, j'avais dit je cours un petit peu, etc. Comme en plus les cookies ils sont partout dans ton téléphone, tu vois, tu vas chercher, j'ai besoin d'une nouvelle paire de pompes sur Safari ou sur le logiciel de ton téléphone. Instagram, d'une manière ou d'une autre, il va pomper les cookies, on sait pas comment. Et en fait, j'ai que des pubs, ah bah tiens, telle chaussure, tiens, vous devriez aller changer de tel maillot. Et puis c'est con, mais tu vois, tu vois tous ces trucs, et puis tu dis, ah bah oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pu m'acheter un nouveau t-shirt pour courir parce que l'autre il est mort, ou ceci ou cela. Et en fait, ça t'envoie des besoins ou des trucs tout le temps à la tronche. Et moi, c'est ça que je trouve super pernicieux avec Instagram. Alors, si en plus, comme tu dis, parce que bon, voilà, moi je suis un peu plus vieux, donc je suis pas les Instagrammeuses. Mais si en plus t'es jeune et que tu rajoutes à ça dans ta timeline des Instagrammeurs ou des machins, comme tu dis, qui te font miroiter des voyages, des trucs, des conneries, bah ouais, ça devient ultra toxique, quoi, parce que ta vie, quoi, forcément, tu baisses l'écran. En général, en plus, t'es aux chiottes. Donc, tu baisses l'écran, tu vois ton carrelage, et ta vie, c'est de la merde. Tu vois, donc, c'est horrible. En effet, moi, j'avoue que la seule chose que je lui conseille, enfin, une des choses que je lui concède, en effet, c'est d'être bienveillant et d'avoir à peu près la maîtrise sur ce que tu vois. Donc, si tu t'inscris qu'à des comptes qui sont de l'art ou des choses comme ça, tu peux t'en sortir à peu près. Là, tu auras diléqué avec les pubs, mais après, pour des jeunes ou des trucs comme ça qui se retrouvent à suivre, des gens qui suivent qui sont complètement dans le format et dans ces trucs-là, bah ouais, ça devient hyper toxique. Et quoi. ouais, et c'est vraiment, effectivement, c'est peut-être du coup sur la différenciation de ces cibles, mais c'est là où moi je le trouve vraiment dangereux par rapport aux autres, c'est que en tout cas, dans le fonctionnement de chez l'ado, de manière globale, on va dire, quand t'es ado sur Facebook, bah, tu suis juste tes potes et tu t'envoies des photos délirantes des photos un peu débiles entre potes, tu mets des conneries sur des publications de tes potes, mais tu vois, ça reste très dans un cercle finalement qui t'est proche, que tu connais, et tu vas pas fantasmer la vie de tes amis que tu connais. Alors que Instagram, justement, le principe, et quand tu vois les comment sont suivis les Instagrammeuses, les pseudo-influenceurs, tout ça, on parle vraiment de centaines de milliers de personnes, voire pas loin de millions pour certains. Et c'est là où, par contre, c'est des profils majoritairement suivis par un public très jeune, qui là, à mon avis, peut vraiment prendre le risque de tomber dans cette fausse idée de ce qu'est la vraie vie. Et en plus, quand tu vois, il faut le dire, malheureusement, les trois quarts de ces influenceurs machins sont des gens passés par la télé-réalité ou quoi que ce soit. Le sentiment qu'en fait la vie, le moyen d'aller s'éclater même en hiver à Dubaï en plein soleil, c'est de faire de la télé-réalité. Et ouais. je pense que si on se retrouve dans 10 ans pour mesurer l'effet de ça, j'ai un peu peur. Là ça va faire vieux boomer, mais j'ai peur de où on en sera. Mais bon, mais attends, moi je vais faire encore plus boomer, hein, mais pour connaître des gens qui bossent, tu vois, qui vendent des trucs, tu vois, qui sont dans les fringues ou dans d'autres trucs. En plus, c'est des dalleux, quoi, certains Instagrammeurs. Parce que je te jure qu'ils démarchent eux-mêmes des gens, genre en envoyant des messages, genre ouais, je pourrais faire une photo, faudrait que vous m'envoyiez. Il y en a qui, genre, ils choisissent, tu sais, ils envoient des messages en mode je voudrais ça, ça et ça, promis, je vous ferai une photo, tu sais, genre. Mais non, en fait, c'est pas. Genre, tu te sers pas, quoi, dans la vie. Tu t'es cru où, quoi. Et je te jure, et pas tous. Mais après, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a, genre, ils ont, je sais pas, 1000 abonnés, tu vois, et ils prennent la confiance et ils envoient des messages comme ça. Moi, je connais des gens qui ont reçu des messages en mode ouais, alors j'aimerais bien avoir ça et ça dans votre gamme pour faire des photos et tout. Genre, mais t'as cru quoi, en fait? c'est ouf. Donc, même eux, des fois, ils sont déconnectés. À la limite, je préfère s'ils sont cyniques, tu vois. Mais genre, quand ils croient vraiment, genre, ouais, mais c'est parce que j'ai 1000 abonnés, tu vois, du coup, je suis trop célèbre, j'ai trop de la valeur, tu vois, genre, mais non, en fait, je sais pas, passe tes diplômes, fais de la musique, j'en sais rien. Tu vois, ça, je suis encore plus boomer, c'était pour te sortir. Les gens ne pourront plus te dire que t'es un boomer quand t'es à côté de moi. Non, mais ouais, je suis d'accord, franchement, c'est marrant, celui-là, il est quand même vicieux sous couvert de bonnes intentions tout le temps. C'est ça qui est... Après, on peut dire quand même, de tous les réseaux sociaux, c'est quand même celui qui est le plus à l'abri, par contre, du complotisme, ânerie, politique, etc. C'est vrai, oui, parce que c'est pas tellement un lieu de partage de ça, et effectivement. C'est pas le médium. Enfin bon, c'est quand même racheté par Facebook, jusqu'à ce que Facebook trouve une nouvelle utilité et utilise Instagram comme... Enfin, tu vois, t'es pas à l'abri non plus de... C'est clair. Le dernier, alors celui-là, c'est une petite gâterie, hein, on l'a mis parce que il nous fait plaisir. Le réseau social dont se moquent les autres réseaux sociaux. Sache qu'il y a 2 comptes Twitter qui se foutent de la tronche des pires posts LinkedIn. Donc quand t'as accédé à un niveau où Twitter se fout de ta tronche, c'est
quand même pas mal. On va le dire de suite. Est-ce que j'ai le droit de dire que t'es employé du public, Raphaël ? Oui. Voilà, donc t'es employé du public, je suis indépendant, donc autant dire que on n'est pas totalement chaud sur l'auto-tripotage entrepreneurial. Hein, on tient pas vraiment à jour notre page LinkedIn non, c'est sûr. en permanence. C'est un drôle de monde qui est très bien résumé par un chapeau d'un article de Slate signé Thomas Burgel que j'ai trouvé en janvier 2019 qui disait « Le personal branding est un sport de combat d'une violence inouïe si vous êtes au chômage ». C'était un article sur la violence que ça renvoyait en fait notamment aux gens qui sont au chômage. Cette mise en scène personnelle, cette autoglorification constante, ces posts où tu remercies quelqu'un qui remercie quelqu'un d'autre, qui remercie toi-même, et c'est pas un de mes réflexes. En fait, tu vois sur Insta ou Twitter, quand il y a un mec qui meurt et que les gens mettent une photo d'eux avec le mec qui est mort. Tu sais pas, c'est jamais un hommage, c'est eux avec le mec qui est mort, le narcissisme comme ça. Mais LinkedIn, c'est ça, mais à tous les posts, quoi. Moi, c'est cette gênance-là que je ressens. Oui, je vois. Non, mais effectivement, on a tous rigolé des posts ultra... comment dire ? Ouais, très drôle sur LinkedIn de posts stéréotypés d'un chef d'entreprise qui félicite tel stagiaire qui était là à 3h du matin pour obtenir son stage de 1 mois et 5 jours sans paiement ni ticket restaurant, et que ça fait vraiment preuve d'une grande volonté de sa part. Donc effectivement, on a tous rigolé dessus. Après, tu vois, j'avoue que moi, je mesure pas bien déjà la proportion de ces posts un peu débiles sur LinkedIn, sur l'ensemble des publications, tu vois, du réseau. Parce que je sais que, par exemple, pour donner donc l'exemple de mon emploi ou de la collectivité qui m'emploie, qui a un compte sur LinkedIn, la collectivité a un compte où, en fait, elle se contente de publier ses offres d'emploi ou de parler de sa nouvelle campagne de recrutement. Enfin, voilà, tu vois. Et donc du coup, déjà sur LinkedIn, moi j'ai vraiment du mal à mesurer la part de posts vraiment caricaturaux et débiles, on va dire, sur l'ensemble des trucs. Et c'est vrai qu'à la fin de la fin, j'ai quand même l'impression que beaucoup de gens l'utilisent plus comme une plateforme de CV en ligne et de continuer à réseauter pour ah bah tiens, je viens de voir qu'il y a une offre d'emploi dans ta boîte, tu l'as partagée, est-ce qu'il y a moyen, enfin tu vois. Donc moi j'avoue que j'aime bien me moquer de LinkedIn. Mais je m'interroge sur... je suis pas certain que ce soit le plus dangereux. J'ai du mal à mesurer son côté nocif. Tu vois, son côté nocif. Je m'interroge. Mais comme tu dis, après, par contre, c'est vrai que ça peut aussi devenir le côté nocif. Ça peut être dans... Maintenant, tu as l'impression, même en sortie d'études, si tu n'as pas un LinkedIn avec déjà 15 recommandations et... 33 projets de graduate school que tu es déjà dépassé. Moi, je suis franchement... Alors après, comme tu dis, il y a c'est comme tous, hein, il y a une utilisation très normale et standard chez la plupart des gens. Moi aussi, hein, tu vois, ça m'arrive, on est un site internet, on écrit, on a un annonceur, on a écrit un papier, ils partagent l'article pour que les autres gens de l'entreprise puissent le voir aussi, parce qu'il y a un de leurs collaborateurs qui a parlé, c'est sain, il n'y a pas de mise en scène excessive, et je plaisantais sur les remerciements, etc. Bon, voilà, ça arrive, tu dis voilà, merci à un tel qui a écrit l'article, merci à un tel d'avoir participé. Bon voilà, moi en effet, ce qui me fait rire et ce que je voulais vraiment parodier, c'est vraiment les glorifications interminables avec récits complets, etc. Après ouais, moi des fois je suis un peu mal à l'aise sur certains posts où c'est vraiment en fait j'en ai un qui me revient en tête, c'est que je préparais l'émission juste après, tu sais, le documentaire de Marie Portolano sur les femmes dans les médias, etc. Et je suis dans les médias, donc j'ai vu, je vais sur LinkedIn par exemple pour préparer l'émission et je vois quelqu'un qui poste regardez, ça c'est moi il y a quelques années qui bossais déjà avec des femmes. Ok, félicitations, tu vois, mais enfin, t'attends qu'on te dise quoi en fait? Félicitations de ne pas les avoir agressés à l'époque, ou enfin je vois pas le tu vois, genre moi j'ai pas attendu le documentaire pour travailler. Bah c'est bien, tu vois, genre mais ça me paraît normal quoi, grosso modo. Donc bon, pourquoi pas. Après, c'est des fois de chercher un prétexte dans l'actu pour se faire mousser. Oui, non, je vois. Je suis pas ultra fan, mais après voilà, mais comme tout, je pense que ce qui est drôle, c'est évidemment c'est toujours la caricature et c'est toujours les trucs les plus extrêmes. J'essaye de retrouver voilà. Tu vois, on parlait de Twitter et de se marrer. Les comptes Disruptive Humans of LinkedIn, qui est vraiment pas mal. Je me rappelle d'un post une fois. Alors, pour le coup, ça, c'était une vraie parodie. C'était pas un vrai post LinkedIn, mais tu sais, le mec avait mis
Ce matin, je suis passé devant un SDF et pour une fois, je me suis arrêté, j'ai donné à manger à son chien. Et ensuite, j'ai continué ma journée. Et quand je suis arrivé à mon entretien d'embauche, quel bonheur de découvrir que le recruteur, c'était le chien. J'ai eu l'emploi. Tu vois, c'était vraiment des trucs. Mais ouais, Disruptive Human of LinkedIn ou quelques comptes comme ça permettent d'avoir encore quelques trucs. On va pas, je sais pas où on va le classer. On est d'accord que c'est le préféré d'Emmanuel Macron, par contre. Il y a de très très fortes chances, ça. Mais attends, il a une page, je crois. Je crois que je l'avais eu. C'est bien probable. Je crois que je l'avais eu en suggestion une fois. Si je te dis pas de bêtises. Ah oui, par contre, il y a des gens qui font des trucs chelous sur LinkedIn. Du démarchage. Mais oui, je crois que j'avais Éric Besson qui m'avait suivi une fois. Je sais pas si tu te rappelles. Je sais plus si c'est Éric Besson ou quel autre politicien qui, comme ça, un jour je vois une demande d'amis, je fais genre mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je crois que c'était Besson ou Copé ou un truc comme ça, tu sais, genre vraiment chelou. et genre je me dis mais pourquoi, laissez-moi tranquille. Mais oui, je suis en train de chercher si Emmanuel Macron a un LinkedIn en même temps que je parle, c'est pas très radiophonique, mais oui, Emmanuel Macron, il est pas dans mon premier cercle, troisième cercle. Président de la République, 2 382 923 abonnés quand même. Et il partage... alors, quelle est son activité ? Il y a 5 heures, il y a 9 heures, il y a 1 jour. Ah oui. Pas mal, hein. Il y a 6 jours, il a fait une petite pause de 5 jours, il y a 6 jours, il y a une semaine. Ah ouais, non, il déroule quand même sur LinkedIn. On parle pas de TikTok, tu vois, je sais même pas le dire alors comme ça. On parle pas de TikTok et Snapchat dans le classement, on est d'accord. Ouais. Moi, j'y ai jamais foutu les pieds, donc. Non, mais pareil, j'ai jamais eu de compte, donc ça serait compliqué de donner un avis dessus. Mais alors, moi, TikTok, j'ai l'impression qu'ils ont réinventé Vine en fait, non ? C'est des vidéos très courtes avec de la musique. Ouais, ça a l'air d'être ça. Je sais qu'il y a aussi une grosse migration d'une partie d'influenceurs Instagram vers TikTok pour avoir un public encore plus jeune pour te suivre. Parce qu'apparemment, c'est un public très jeune, TikTok. Ah ouais. Bon, ouais, je sais ça. Et Snapchat, je sais juste que c'est assez utile si tu veux commander de la drogue de manière rapide et en livraison. Voilà. Non mais alors tu vois, les gens vont croire que j'en veux à mon métier et que je suis en train de faire un suicide professionnel, mais je vais reparler médias. Mais moi il y a un truc qui me fait marrer quand tu dis TikTok, ils sont en train de migrer et tout. Moi j'aime bien depuis 10-12 ans que je suis dans les médias, c'est que à chaque fois qu'il y a un réseau social qui sort, il va toujours y avoir un patron de rédaction qui va faire faut vraiment qu'on soit là-dessus et qu'on fasse des formats hyper innovants pour aller là-dessus. Il y a une époque où ils se ruaient tous sur Snapchat, je m'en rappelle. Ils essayaient de faire des formats hyper courts, hyper machin, hyper truc. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, à force d'arrêter de faire vos vrais formats et de vous filer au truc. Bon, je dis ça, voilà, je vais pas faire de la technique et de la stratégie médiatique actuellement. Non, mais tu vois, quand on voit à l'époque où tout le monde avait calé ses formats et essayer de faire du partage Facebook et tout, quand Facebook a changé l'algorithme et qu'ils ont réduit de quasiment 80% les apparitions de publications médias dans les timelines, il y a quelques sites confirmés, ça a fait tout drôle quand même. Ouais, ça, donc bon, mais bon. Faut-il être sur les réseaux sociaux, donc c'est le moment de donner une réponse, Raphaël. Moi, je vais dire oui. Moi... Il y a plein de choses qui fait que j'ai envie de dire non. En tout cas, pas dans les conditions actuelles. En fait, il y a plein de... Déjà, si j'ai un gamin, c'est non ferme. Genre, c'est beaucoup trop dangereux, c'est beaucoup trop violent. Et tu te rends compte, les mecs de la Silicon Valley mettent pas leurs gosses devant des écrans. À partir de là, tu vois, tu sais tout ce qu'il y a à savoir. Oui, mais du coup, ouais, c'est encore plus large que réseaux sociaux, c'est devant des écrans. C'est ça, les mecs mettent même pas les trucs devant leur création, quoi. Tu vois, donc c'est quand même flippant. Après, il y a un truc... Il y a des choses à faire sur l'éducation aux médias, l'information. Il manque plein de choses. Je suis conscient que c'est utile, mais... Moi, dans les conditions actuelles, vraiment, j'irais sur... Pour moi, il y a plus de mauvais, quoi. C'est-à-dire que il y a plein de bons trucs. On n'a même pas parlé, mais tu vois, la libération de la parole, MeToo, certaines révolutions qui ont eu lieu au début des réseaux sociaux, etc. Mais je suis même pas sûr que ce soit des arguments vraiment totalement valides, parce que, comme tu disais, c'est un côté amplificateur, mais les révolutions, elles n'ont pas attendu Twitter pour se produire.
Le doc de Marie Portolano, il est diffusé à la télé. C'est pour ça aussi qu'il a de l'impact. Bien sûr. Donc voilà. Et après, attention, je suis prêt à entendre le contre-argument. Les fascismes et les populistes, ils n'ont pas attendu Twitter et Facebook non plus. Mais c'est un tel amplificateur, c'est un tel déformateur, et c'est tellement bien utilisé par ceux qui veulent l'utiliser à des mauvaises fins moi j'irais sur un non pour l'instant. Non, mais tu vois, j'espère que je suis cohérent, mais j'utilise quasiment plus mon Twitter à titre personnel, et à chaque fois que j'y vais, ça me donne envie de repartir. J'utilise que pour le site et faire vraiment de la transmission d'informations, ou de l'ambiance détendue. Facebook, j'y fous plus les pieds. Instagram, je crois que j'ai pas posté depuis 6 mois. J'y vais pour regarder de temps en temps. Je vais me lancer une fleur, mais tu vois, Instagram, un jour, j'ai eu une prise de conscience. Parce que justement, je pense que tu me connais, je me suis jamais considéré comme un influenceur, pour en parler. Mais il y a un moment où j'étais responsable d'une rubrique chaussures sur un site internet de basket. Et donc je foutais des photos des chaussures, des voyages qu'on me payait pour aller voir les pompes, etc. Et en fait, à un moment, en effet, je me suis dit, ouais, c'est pas ouf, quoi, parce que, ouais, c'est frustrant, quoi. Alors je comprends, il y a des gens qui sont sincèrement contents de voir le truc et tout, mais en même temps, j'étale ma vie, alors qu'en fait, c'est des trucs qu'on me file et tout, c'est pas la vraie vie, quoi. Donc mon petit acte de rébellion, ça a été que quand j'étais vraiment à Los Angeles, j'étais vraiment à Beverly Hills, et en fait, au lieu de foutre une photo de l'hôtel, j'ai mis une photo de la corbeille à papier de l'hôtel, en disant que je ne voulais pas partager où j'étais parce que ça allait frustrer tout le monde. Et depuis, j'ai pu poster de trucs frustrants. Voilà. Donc je vais rester sur non. Allez, comme ça, il y a un oui, un non. On est vraiment clivant, comme un compte Twitter des grandes gueules ou un truc comme ça. Tu vois, faut pas hésiter, quoi. Faut être clivant. Les gens, ils diront vous voulez pas. Ton classement du meilleur au pire. Bah écoute, du coup, moi vraiment moins pire, je mettrais LinkedIn. Ah ouais. Ouais, je pense sincèrement que c'est le plus le moins dérangeant. Ensuite, donc j'irai sur Twitter pour les raisons que j'avais expliquées. Voilà. Et là, vu que j'ai envie d'être clivant et de rester sur mon idée de la dangerosité insidieuse, je mettrais Facebook en 2 et Instagram en pire. Instagram en pire. Attends, ouais, on va voir. voilà. Mais on va voir quasiment l'inverse. Tu vois, comme quoi c'est hyper perso. Ah ouais, donc Insta en pire, Facebook en 2. Alors là, je pars du pire, ouais. Donc t'as dit LinkedIn en 1, Twitter en 2, Facebook et Insta, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc Insta le pire, ok. Moi, j'avoue que j'hésite pas mal. Tu sais quoi ? J'avais LinkedIn plus bas, mais après ce qu'on a dit, c'est vrai que... Et puis je pense pas que... Enfin, tu vois, si t'as pas envie d'y être, tu y es pas, et puis tu te soumets pas à ça. Donc je vais mettre LinkedIn aussi en 1, parce que c'est plus indolore, finalement. Même s'il prône clairement une sorte de self-made man qui doit faire plein de choses pour exister, et qui... Voilà. Mais bon, ouais, je peux mettre LinkedIn en 1, je mettrai Instagram derrière parce que je lui trouvais encore une fois les avantages que tu peux à peu près restreindre ce que tu vas voir si tu le veux. C'est la pub qui m'embête beaucoup. Twitter en 3 pour la violence, et je mets Facebook en dernier parce que moi, c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment qui regroupe tout en fait. C'est le bordel, c'est moche, il y a de la pub, il y a des complotistes, il y a des machins. Ça se défend. Voilà. Je dis un petit coucou d'ailleurs, c'est le temps des dédicaces, je la fais à l'ancienne, mais je dis bonjour à mon pote Arnaud qui se reconnaîtra parce que je sais qu'il écoute l'émission, et en fait il est la seule personne qui fait que je suis encore sur Facebook parce qu'il partage des trucs très très cons que j'adore à chaque fois. Il arrive à trouver des trucs très très drôles du web à chaque fois que voilà, et donc je ne vais sur Facebook qu'une fois de temps en temps pour regarder ce qu'il a publié. Et j'ai vu que même lui est moderne, il est passé en story Instagram pour publier les trucs les plus dingues qu'il trouve. Voilà, donc moi je t'ai dit ce sera LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, avec Facebook en pire. Mais il y a plein de choses à dire, on aurait pu faire encore plus longtemps, mais même tu vois, on disait, on l'a vu sur notre Twitter de Channel Random, t'as vu, il y a des gens qui répondaient quand on leur demandait de classer, j'aime pas, c'est violent, mais je peux pas m'empêcher d'y venir, quoi. Ouais, non, il y avait encore des choses à dire, ouais, c'est clair. Voilà. Bon, je finirai juste avec une note quand même. Snapchat, j'y vais pas souvent, mais si vous avez plus de 20 ans, arrêtez d'utiliser des filtres et respectez-vous, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'aurais à dire. Voilà, si vous avez plus de 20 ans, respectez-vous, arrêtez d'utiliser des filtres Snapchat. C'est tout ce que je sais sur ce réseau social. Petit jingle et les recommandations. Ce matin, tu t'es levée toute refaite. Avec la photo trop stylée que t'as postée hier soir, tu vas enfin passer le cap des 10 000 followers. T'as lancé Instagram.
Quoi ? Seulement 321 likes et 12 followers de plus ? Alors que ta pote Ronit, genre elle est danseuse. 21 000 followers, juste là pour mater son gros bout. Marie, encore un cupcake de merde. 43 000 followers, mais putain, en vrai, se fait vomir 3 fois par jour la c***. JB, toujours avec son caniche. 54 000 followers, mais qui le n*** son chien ? Cindy, cette grosse pute opportuniste. Attends, le dernier Jimmy Wong, la garce, il était pour toi ce partenariat. T'as pété les plombs. Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état. T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine. Et encore une fois, la séquence dopamine d'Arte. Raphaël, on va terminer avec les recommandations. On le dit quand même à nos auditeurs, nous skippons, vilain anglicisme, nous ne faisons plus la séquence ondelate. Alors d'abord parce que ça avait commencé, on est d'accord un peu sur la private joke, on va peut-être pas étendre ça sur Ad Vitam Aeternam. Et puis après on le salue parce qu'il a l'air d'avoir eu quand même quelques problèmes de santé. Il y a moins d'inédits dont Ondelate raconte. On lui souhaite quand même un prompt rétablissement parce qu'il a eu l'air d'avoir quelques petits trucs pas très drôles aux cordes vocales. Donc voilà. Avant les recommandations d'ailleurs, n'hésitez pas à nous soumettre vos faut-il des auditeurs @randompod sur Twitter notamment parce que oui, c'est plein de qualités Twitter et vous pouvez l'utiliser notamment pour nous soumettre vos idées. Raphaël, recommandations, je te laisse commencer. Eh ben écoute, je vais partir sur un documentaire que j'ai vu il y a quelques jours, mais qui est plutôt vieux. Donc c'est le documentaire. Ce documentaire s'appelle Sugarman. C'est un documentaire de 2012 ou 2013 même, qui de mémoire a peut-être même eu l'Oscar du meilleur documentaire à l'époque. Très rapidement, ça retrace l'histoire d'un artiste américain venant de Détroit qui s'appelle Sixto Rodriguez. Et c'est une histoire assez folle parce que sans trop vous en dévoiler, mais pour vous donner quand même envie, c'est un mec qui est passé complètement à côté de sa carrière aux États-Unis, mais qui en fait aurait vendu à peu près plus de 500 000 albums en Afrique du Sud et est devenu une icône au sein de la bourgeoisie blanche sud-africaine qui voulait mettre fin à l'apartheid. Et donc est devenu une icône de l'anti-establishment en Afrique du Sud, voilà. Alors que le mec a pas dû vendre plus de 10 albums aux États-Unis, malgré des très gros producteurs derrière lui. Enfin bref, c'est une histoire complètement folle, vraiment. Et donc c'est sur un musicien, et en plus sa musique est très très cool. Donc je pense qu'on est potentiellement, en plus on est peut-être passé à côté d'une grande carrière. Bon, voilà. Sur quelle plateforme le docu, non Alors écoute, j'avoue que moi j'ai eu la chance de le choper en rediff sur LCP. C'est LCP qui le passait à la télé il y a 2-3 jours. Sugarman. Donc si tu me laisses 2 secondes, je peux regarder sur le site Just Watch au cas où. Mais j'en profite d'ailleurs pendant que tu cherches pour souligner, mais LCP, au-delà de l'image vieillotte que ça peut avoir, passe souvent de très très bons documentaires. Tout à fait. Il y a plein de bonnes choses. Moi, je me rappelle avoir vu un documentaire sur Guantanamo qui était hyper intéressant. Et il y a souvent des très bonnes choses, donc faut pas hésiter. C'est pas que les questions au gouvernement, LCP. Est-ce que tu as trouvé la diffusion ? Alors attends, je suis en train de taper Sugarman dans la barre de recherche de Just Watch. Je vais en profiter pour faire mes recos au pire pendant que tu cherches ça. Moi j'ai pris dans le thème à fond, je crois que je l'avais déjà recommandé en plus, mais il y a 2 trucs, je crois que les 2 sont sur Netflix. The Great Hack, Cambridge Analytica, sur Netflix, qui explique justement comment à une époque, et je suppose que c'est pas encore trop éloigné, on pouvait utiliser les algorithmes de Facebook pour quasiment faire basculer des campagnes électorales. Et puis le documentaire qui est un peu plus récent, je crois, Derrière nos écrans de fumée, toujours sur Netflix, qui là parle du rôle des écrans sur nos vies et qui est évidemment terrible, et en tout cas sur nos attentions et les mécanismes mis en place pour te faire revenir, etc., la dopamine dont on parlait dans les jingles notamment. Donc voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes. Je vous recommanderai peut-être plus tard parce que je l'ai reçu aujourd'hui, 2 heures avant qu'on enregistre, mais Gerald Bronner, Apocalypse Cognitive, c'est un bouquin qui a l'air d'être passionnant sur justement l'influence et le rôle des écrans dans la vie moderne. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout brûler. D'ailleurs, je crois que pour avoir vu Bronner sur un plateau télé, son postulat, et je pense que j'espère le rejoindre, mais c'est vraiment
Il y a des bonnes choses, mais justement, il faudrait utiliser les algorithmes et les choses qui t'amènent dans le négatif et qui aident à promouvoir le buzz. On pourrait les utiliser, en fait, lui disait, pour des mécanismes positifs. C'est-à-dire, tu vois, jouer sur la dopamine pour l'apprentissage ou des trucs comme ça, et en fait, en faire des outils hyper positifs. Donc, il y a des choses à en tirer. J'ai été très négatif dans cette émission, mais il y a des choses à en tirer. Est-ce que tu as trouvé, alors, du coup, s'il est rediffusé ailleurs ? Alors, malheureusement, il n'est pas sur des plateformes de streaming conventionnelles, j'ai envie de dire. Par contre, visiblement, vous pouvez quand même le trouver sur quelques plateformes via vos box, en VOD, en location à 2-3 euros la location. Franchement, à mon sens, vous ne perdrez pas votre argent pour 1 heure, 1 heure et quart de documentaire assez sympa, donc n'hésitez pas. Ça marche. Bon, Sugarman, donc sur vos plateformes éventuellement de VOD. Et ben écoute, Raphaël, on a terminé cette émission. On se retrouve bientôt. On donne pas de date, du coup, peut-être parce que la dernière fois on a dit ouais, on vient à telle date. Non, mais on va essayer de rester sur toutes les 2 semaines de toute façon. Ouais, on essaye de garder ce rythme, ouais. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast pour nous aider à faire monter l'émission dans les classements. Pour les prochaines émissions, on a quelques petits sujets en stock. On pouvait parler expatriation notamment. Est-ce qu'on va parler bouffe ? Je ne sais pas, c'est en négociation encore. Parce que, on peut faire de la promo, Raphaël, micro-ondes. Oui, c'est vrai que depuis le dernier Channel Random, une nouvelle aventure s'est lancée avec d'autres collègues, amis. Donc on a lancé un podcast sur Top Chef, donc le show culinaire diffusé par M6 tous les mercredis soirs. Donc le podcast s'appelle Micro-ondes Podcast, micro-ondes comme l'outil de grande cuisine qu'est le micro-ondes. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Je vois que dans notre fichier Excel de suggestions qu'on a entre nous, il y a faut-il se mettre au télétravail et faut-il avoir des enfants ? Je sais que pour certaines personnes, les 2 thèmes se sont rejoints ces dernières heures. Ouais. Bon, on ne sait pas lesquels on va traiter. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées. Merci beaucoup, Raphaël. Toujours un plaisir, en tout cas, de te retrouver pour ces émissions. Tout pareil. On en reparle très bientôt. Petit générique de fin. Oui, non. Si j'arrive à mettre le bon, voilà. Le générique de fin, c'est par là. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est Random Pod sur Twitter et Facebook. Si vous aimez les réseaux sociaux, justement, vous pouvez nous suivre. On vous souhaite une très bonne journée à tous, quel que soit le moment où vous nous écoutez. Ciao, ciao!